Le froid de plus en plus dur, un vrai problème pour les sans-abri. Les organisations humanitaires lancent un SOS. Le général Jaruzelski, reçu par Jean-Paul II au Vatican, plus d'1 heure d'entretien entre les deux Polonais. Un nouvel enlèvement d'un Français au Liban. Le journaliste Roger Hawk a été pris en otage ce matin devant son domicile. Et aujourd'hui, mardi 13 janvier, cela fait 1 jour de détention supplémentaire pour les autres otages français, les diplomates Marcel Fontaine, Marcel Carton, le journaliste Jean-Paul Kaufmann et notre camarade d'Antenne 2, Jean-Louis Normandin. Bonsoir. Un Français a encore été enlevé au Liban. Ce matin, Roger Hawk, un journaliste de 31 ans qui travaille pour RTL, pour La Croix et pour l'agence Gamma, a été enlevé devant son domicile à Beyrouth-Ouest. Pour l'instant, cette nouvelle prise d'otage n'a pas été revendiquée. Roger Hawk a été enlevé quelques minutes après qu'il ait rencontré Terry Waite, l'émissaire britannique chargé justement des problèmes des otages. Pierre Serra. Terry Waite est de retour à Beyrouth pour tenter d'obtenir la libération d'otages. Ce matin, vers 8 h, Roger Hawk, que l'on voit ici faisant son métier de photographe, était avec lui sur la corniche de Beyrouth. C'est plus tard, vers 9 h, que l'enlèvement a eu lieu. Écoutez le témoignage de Paul Marchand, photographe qui avait failli être enlevé lui aussi au même moment. La Kalash m'a pris par la veste, il m'a dit en anglais « suis-moi, suis-moi ». Et moi j'ai commencé à me débattre et j'ai vu Roger qui était de l'autre côté, qui était dans le hall de son immeuble, mais le hall de son immeuble ferme par une grille. Et il a vu, et je me débattais, je frappais le type qui avait une calache et je lui disais sors pas, ne bouge pas, sors pas. Et il n'a pas compris, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, parce que lui, il criait, il disait mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que vous faites, Et il est sorti, il a ouvert la grille, il est sorti à ce moment-là, l'autre type lui a mis le pistolet sur la tête et j'ai vu qu'il se débattait aussi. Roger Hawk, 31 ans, est en poste à Beyrouth depuis 1983. Il est ce soir le 6e otage français au Liban. Son enlèvement n'a pas encore été revendiqué. Et j'ajoute qu'à Beyrouth, toujours, l'Organisation des opprimés sur terre a affirmé hier soir avoir exécuté l'un des juifs libanais qu'elle détenait. Pour tous les Français, l'actualité aujourd'hui, c'est le froid, un froid terrible puisqu'il atteint -30, même plus dans certaines régions. Et tout de suite, comme les 2 précédentes années, se repose le terrible problème des sans-abri, ceux qui, pendant ces hivers rigoureux, doivent coucher dehors. C'est pourquoi nous avons décidé de consacrer une grande partie de ce journal à ce problème. Il faut dire effectivement que des températures de -10 ou -30 jusqu'à -30, et c'est assez peu fréquent en France. Et comme chaque année, il y a les sans-abri. Dominique Thiers. Record des températures en dessous de zéro, le département du Doubs. Et ce n'est pas pour rien que l'on appelle cette région la Petite Sibérie. Aujourd'hui, -28 degrés. L'année dernière, le thermomètre était descendu jusqu'à -38 degrés. Les Suisses, eux, à quelques kilomètres, ont enregistré ce matin un impressionnant -42 degrés. C'est la région la plus froide de l'Europe de l'Ouest, mais ça ne décourage pas tout le monde. La neige et le verglas ont recouvert la presque totalité du territoire. À Lyon, de gigantesques embouteillages ont perturbé toute l'activité de la ville. Carrossiers et vendeurs de chênes ont de quoi se réjouir. Sur les autoroutes, de nombreux poids lourds à l'arrêt. Leur gasoil est gelé. C'est du lait. Plus grave, à Nantes, 25 000 personnes privées de chauffage depuis hier soir à la suite d'un incendie dans la chaufferie qui alimente le quartier. Il fait 8 à 10 degrés dans les appartements. Qu'est-ce que vous avez fait avec vos enfants qui avaient froid? Quand ils sont rentrés de l'école, je leur ai offert un chocolat chaud avec du pain et puis du beurre, ce que j'avais moi chez moi. Et puis je les ai mis les pieds dans l'eau chaude et les mains parce qu'ils étaient gelés. Mais les rigueurs de l'hiver ont déjà tué. Un homme sans domicile fixe est mort de froid alors qu'il dormait dehors. Une vieille femme, presque centenaire, est décédée, asphyxiée. Sa couverture avait pris feu. 3 véhicules ont dérapé sur une plaque de verglas près de Toulon. Lourd bilan, 5 morts, 2 blessés. Décision prise dès hier soir à Paris. 2 stations de métro, Sentier et Mabillon, resteront ouvertes aux sans-abri la nuit prochaine. Après, un centre devrait ouvrir normalement à la Porte d'Italie. Explication tout de suite, Patrice Velay. Cette nuit, comme la nuit dernière, 2 stations de métro ouvertes aux sans-abri, Mabillon et Sentier. Pas question de confort, simplement un peu de chaleur, le minimum quand on n'a pas de toit et qu'il fait -10 sur les trottoirs de Paris. Ayant des installations assez abondantes, nous pouvions donner un coup de main en ouvrant un certain nombre de stations qui peuvent servir d'abri pendant quelques temps lorsqu'il fait très froid.
Ce sont des stations qui sont des stations normales. Hier, nous avons ouvert Mabillon et Sentier, et donc ce sont des stations qui habituellement sont en exploitation. Donc, il peut y avoir quelques difficultés si des gens, étant hébergés, allaient se promener dans les tunnels. Donc, ce n'est pas la solution que nous préférons. Autre solution, plus durable celle-ci, l'ouverture d'un couloir de métro désaffecté, Porte d'Italie. Un lieu d'accueil qui reste à aménager par la RATP et les associations caritatives. Beaucoup de bonne volonté pourtant pour aider les plus démunis. Exemple, les Restos du Cœur, c'est une initiative de Coluche qu'il n'est plus besoin de présenter. Mais les Restos du Cœur, cette année, ont des problèmes très sérieux. La bonne volonté est toujours là, mais l'argent n'est pas suffisant. Isabelle Bechler. Pas de quoi se rassasier au Resto du Cœur de l'île Sud hier. On ne remplit pas un estomac avec 2 oranges et cela fait déjà plusieurs jours que c'est la pénurie dans l'agglomération lilloise. Effectivement, il y a 2 jours, ils ont eu 100 grammes de lentilles, une pointe de fromage, un saucisson pour 2 et un yaourt périmé. Conflit entre les bénévoles qui gèrent les restos de l'île Sud et les étudiants de l'EDAC qui répartissent la pénurie. Ils n'ont pas la même approche. Les étudiants doivent jouer les arbitres. Et si aujourd'hui on augmentait, je dirais, les capacités de ce centre, ça serait au détriment d'un autre. Et on ne voit pas pourquoi les gens qui ont faim à Hasbrook auraient moins de droits que ceux qui ont faim à Lille. On doit aussi remarquer que sur la base de fonctionnement des restaurants du cœur, on a mis en place un contrat d'agrément, des règles du jeu si vous voulez, qui font qu'on préfère servir les gens peut-être une fois tous les 2 ou 3 jours, de telle sorte que globalement l'ensemble des individus puissent obtenir quelque chose de nous. C'est dur à gérer au quotidien. À l'île Sud seulement, 1200 inscrits et 150 repas servis ces derniers jours par roulement. Comme dans le reste de la France, les Restos du Cœur s'essoufflent, faute de moyens. Autre exemple de bonne volonté, l'Armée du Salut. Là, il s'agit d'une organisation qui, depuis de très nombreuses années, s'occupe des déshérités. Comment cela va se passer ce soir à l'Armée du Salut? Le reportage de Fabienne Brichet. Complet. Pour pénétrer ici, il faut montrer patte blanche. Ce centre d'accueil d'urgence de l'Armée du Salut ne peut en effet héberger que 213 sans-abri. Voilà, bon appétit. Un lit pour 15 jours, un dîner, un petit déjeuner. Mais on se demande cette année à l'Armée du Salut si on va pouvoir faire face. Les subventions de l'État ont été réduites en un an de 12 millions à 7 millions de francs. Ce soir pourtant, un visiteur très attendu, le secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale, venu rassurer les responsables au nom du gouvernement. Légèrement diminuer les crédits initialement inscrits, mais il s'engage auprès de toutes les associations de suivre leurs besoins et de leur accorder tous les moyens nécessaires pour accueillir les gens nécessités. Sans limite. Sans limite, bien entendu, il faut que l'argent soit bien utilisé, mais ce qui est visiblement le cas ici à l'Armée du Salut, c'est la raison pour laquelle je suis venu pour les rassurer et constater le bon fonctionnement du système d'accueil et d'hébergement. Un espoir à présent, ne plus avoir à refouler chaque soir, ici, 10 à 15 sans-abri. Dans Antenne de Midi, tout à l'heure, nous avons vécu un exceptionnel moment. L'abbé Pierre était l'invité en direct de ce journal. À côté de lui, il y avait le ministre du Budget, Alain Juppé. L'abbé Pierre, cet homme qui n'a jamais manqué de courage, qui s'est battu toute sa vie, en a profité pour obtenir du ministre une solution à ses problèmes. Écoutez cet étonnant dialogue. Madame Georgina Dufoy a attribué un crédit de 4 millions nouveaux pour les travaux d'aménagement. Monsieur Adrien Zeller a confirmé, m'a dit il y a un mois, administrativement la paperasse est faite, c'est au ministère des Finances ou du Budget, je ne sais pas. Alors c'est ça votre question, monsieur l'abbé. Or, nous avons dû depuis 3 mois arrêter les travaux des entrepreneurs, le froid est là, l'immeuble est là, les travaux sont arrêtés, le restaurant ne peut pas fonctionner, on ne peut pas héberger des mamans et des gosses qu'on croise dans la rue et qui crèvent, parce que, et M. Zeller m'a dit, c'est l'affaire d'une minute
du fonctionnaire compétent au ministère des Finances. Bon, monsieur Labbé, vous avez posé la question. J'attends. S'il s'agit de 4 millions de francs pour aménager un immeuble à Paris, je prends ici l'engagement de faire tout ce qui est en mon pouvoir, et comme l'a dit monsieur Lémergie, je crois que mon pouvoir là-dessus est grand, puisque cela dépend effectivement de mon ministère, pour que ces crédits soient mis en place le plus vite possible, et je vous propose très concrètement de m'envoyer dès cet après-midi un de vos collaborateurs qui puisse régler la question avec moi. Le président d'Emmaüs France viendra, il est venu chez Zeller, il a tous les éléments. Monsieur Labbé, envoyez-le-moi cet après-midi, demain matin s'il ne peut pas venir, et nous réglerons ce problème. Il s'appelle Raymond Etienne, et c'est un homme merveilleux. Je vais même le noter. Le futur centre d'accueil, le voici, quai de Valmy, à 2 pas du canal Saint-Martin. Derrière la façade, c'est encore un chantier. Dans la seule pièce pratiquement terminée, le gardien attend l'ouverture. Elle était prévue au printemps dernier, mais les travaux sont loin d'être terminés. Dans 2 mois, si tout se passe bien, Emmaüs hébergera ici 53 sans-abri, seuls ou en famille, et distribuera 300 repas par jour. Et cette histoire a une conclusion. Le ministre a tenu parole dans l'après-midi. Il a fait ce qu'il fallait pour que le chèque soit signé. En voici la preuve. C'est un ordre de virement pour les chiffonniers d'Emmaüs. 5 805 000 francs. 580 millions de centimes. C'est marqué sur ce papier. Voilà ce qui va permettre donc à l'abbé Pierre de poursuivre son œuvre. Et puis, si vous voulez aider toutes ces organisations, eh bien, voici quelques numéros de CCP ou quelques numéros de compte en banque où vous pouvez toujours envoyer de l'argent. Alors, en voici quelques-uns, bien sûr, parmi les très nombreux. D'abord, les Restaurants du Cœur. Je vous laisse noter. Crédit Agricole, Restaurants du Cœur, 75 515, Paris, CEDEX 15. Emmaüs, bien sûr, l'abbé Pierre, Association Emmaüs, le CCP, le voici, j'espère que vous avez un crayon à la main, 55 177 F Paris. Je répète, 55 177 F Paris. 2 autres encore, nous allons les voir. L'Armée du Salut, dont nous avons parlé il y a un instant, le CCP et le suivant, 5305 X Paris, 5305 X Paris. Et puis, ADT Carmonde, aide à toute détresse, Carmonde, CCP, c'est un peu plus compliqué, notez bien. 17 12 688 Y Paris, 17 12 688 Y Paris. Voilà donc pour cet important dossier sur le froid et les sans-abri. 60 000 mégawatts, 61 300 précisément, pardon, 61 300, c'est un chiffre en effet, eh bien c'est le record battu par l'EDF aujourd'hui. En effet, c'est la consommation, 61 300 mégawatts. On comprend pourquoi nos centrales électriques ont eu du mal à assurer la production d'électricité, en particulier les centrales nucléaires. Le froid est leur principal ennemi, il faut le savoir. Exemple, hier à Saint-Laurent-des-Eaux, un réacteur s'est arrêté et cela a provoqué des incidents en chaîne. Tout de suite, le reportage de Jacques Violet. Les 2 tranches graphite-gaz d'une technologie beaucoup plus complexe à manipuler que les autres sont donc arrêtées depuis hier matin. Elles ne seront pas remises en marche avant quelques jours, 1 semaine pour la tranche numéro 1. C'est cette tranche numéro 1 derrière moi qui a provoqué les plus vives inquiétudes. Selon certains, on est passé ici à côté d'un accident nucléaire grave. Non, nous en sommes restés toujours très très loin. Le refroidissement du réacteur a toujours été normalement assuré. Mais pendant un peu plus d'1 heure, nous avons perdu nos sources électriques de secours. Et de ce fait, nous nous sommes retrouvés dans une situation relativement inconfortable, puisque nous n'avions plus que le seul réseau haute tension pour nous alimenter. Alors, ayant perdu vos sources de secours, est-ce qu'il y avait risque de fuite radioactive, soit dans l'atmosphère, soit dans l'eau? Non, à aucun moment il n'y a eu risque de rejet dans l'environnement, puisque, comme je vous l'ai dit, à tout moment, le refroidissement du réacteur a été normalement assuré et aucun matériel n'a souffert sur les installations. Hier, cette prise d'eau était ouverte et les premiers glaçons, aujourd'hui stoppés, ont bloqué le système, obligeant la centrale à prendre l'énergie indispensable au refroidissement sur le réseau normal, c'est-à-dire à la merci des coupures comme n'importe quel usager. Ces techniciens n'avaient que 4 heures pour s'organiser. Ce matin, la consommation française a été de 61 200 mégawatts. Ce soir, EDF est en train de battre un record absolu avec une demande de 62 000 mégawatts. Conséquence du froid encore, le président Mitterrand a annulé la visite qu'il devait effectuer aujourd'hui au plateau d'Albion. C'est là qu'est implantée une partie de la force dissuasive française. 2 Polonais qui bavardent, mais en fait 2 mondes
face à face. Cet après-midi, au Vatican, le souverain pontife Jean-Paul II, d'origine polonaise comme chacun sait, recevait le général Jaruzelski, le numéro 1 polonais, actuellement en visite officielle en Italie. 70 minutes d'entretien pour les deux hommes, 70 minutes pendant lesquelles ils ont abordé beaucoup de problèmes, on l'imagine. Victor Bramont. Évitons d'interpréter le sourire de Jean-Paul II. Il y a un minimum de courtoisie qui s'impose. Et puis c'est tout de même un compatriote qu'on a reçu pendant 70 minutes. Cadeau pour le pape, la rue où il est né, en peinture. Et des disques de Chopin. Cadeau pour Jaruzelski, la chapelle Sixtine, comme si vous y étiez, après restauration. On a l'impression que c'est le général Jaruzelski qui était demandeur. Il voudrait instaurer de véritables relations diplomatiques avec le Vatican. Jean-Paul II a insisté, lui, pour que l'Église polonaise ait un statut juridique, ce qui est beaucoup demandé, alors que cette Église est déjà la seule force organisée d'opposition en Pologne. Mais enfin, on essaie de s'entendre. Le général Jaruzelski aurait l'intention d'autoriser la construction de plusieurs centaines de nouvelles églises en Pologne et d'autoriser aussi la publication de livres religieux. Pour le général Jaruzelski, le fait même d'avoir été reçu officiellement au Vatican est déjà positif. C'est la fin de son isolement. En somme, tout est prêt pour le prochain voyage de Jean-Paul II en Pologne au mois de juin. Au Tchad, les combats continuent. Ce matin, l'armée libyenne a lancé une nouvelle offensive dans la région de Zouar. C'est dans le massif du Tibesti. Pour l'instant, on ne connaît pas l'ampleur de cette offensive. Pour la première fois, voici en exclusivité... Pardon. Excusez-moi, j'étais dans les brèves sur le Tchad. Maintenant, voici en effet le franc. Le franc continue de prendre froid, c'est tout ce qu'on peut dire ce soir. La cure de remontant qu'il a subie le week-end dernier à Bruxelles avec le réaménagement monétaire n'a pas suffi, semble-t-il, puisque ce matin, le franc a encore baissé au sein du système monétaire. Hier, il était à 3 francs 32, il est monté jusqu'à 3 francs 34 aujourd'hui, pour repasser ensuite à 3 francs 33, Philippe Sassier. Oui, ce que l'on peut dire, Hervé, c'est que la tempête sur les marchés d'échange n'est pas réellement apaisée. Il faut dire que le nouveau plongeon du dollar, hier et aujourd'hui, agite fortement le triangle des verbunes monétaires et que le mark et le yen sont de nouveau renforcés. Il faut dire également que la spéculation a bu un bouillon, qu'elle n'est pas contente, et puis que les milieux bancaires et financiers, notamment en Allemagne, sont sceptiques sur l'accord de Bruxelles et sa durée. Ils estiment que le réaménagement aurait dû être plus vaste et affirment que le franc aurait dû bouger en même temps que le mark, mais en sens inverse. Alors, que peut-il se passer? En fait, on assiste depuis plusieurs semaines au développement de ce que l'on peut appeler une brouille entre Paris et Bonn. La France reproche aux Allemands son manque de coopération en matière monétaire. L'Allemagne nous en veut de lui avoir forcé la main, de l'avoir contraint à réévaluer. Alors les Allemands sont-ils prêts à affirmer, comme viennent de le faire les Français et les Belges une nouvelle fois, la nécessité d'une coopération monétaire? Sont-ils prêts à baisser enfin leur taux d'intérêt après leurs élections à la fin du mois? Bien, si le dollar continue à chuter, ce sont les seuls éléments capables de calmer le jeu sans les ordres. En fait, cette crise monétaire amène à se poser une question, c'est peut-être la vraie question: l'Allemagne d'Helmut Kohl tient-elle autant à l'Europe que celle d'Helmut Schmidt, son prédécesseur? Un bon point pour l'industrie automobile. Les ventes de voitures neuves en France ont atteint 1 900 000 unités, 8,3% de plus que l'année précédente. Une bonne année donc, avec un redressement notamment de Renault en fin d'année. Les grèves, elles, semblent vraiment s'arrêter. Par exemple, à la SNCF, il n'y aura plus demain que 4 dépôts en grève sur 94. On peut parler donc d'une reprise quasi générale. À la RATP, c'est un petit peu plus compliqué, mais là encore, on semble aller vers la reprise. Corinne Pertuis, Jean-Pierre Métivet. 10 dépôts SNCF étaient encore en grève aujourd'hui. Demain, il n'en subsistera plus que 4. Paris Sud-Ouest, Marseille-Blancarde, Miramas et Nice. Si quelques difficultés sont toujours sensibles ce soir, notamment vers Lille ou Bruxelles, ou encore pour le TGV vers Toulon, le trafic devrait redevenir pratiquement normal demain pour toutes les grandes lignes et pour le TGV. Une seule exception, le réseau Sud-Ouest vers l'Aquitaine ou Midi-Pyrénées ne sera assuré qu'à 70%. Sur le réseau banlieue, à Paris, le trafic a repris à 100%. Les seuls retards sont dus au froid, assure la SNCF. Un point noir, demain encore, la ligne C du RER, assurée à 80%. À la RATP, si les métros roulaient à 90% et les autobus à 75% aujourd'hui, c'est que les conducteurs de métro autonomes ont suspendu leur mouvement ce matin. Des propositions officieuses leur avaient été faites hier par la direction. Ces propositions leur ont été confirmées cet après-midi autour d'une table de négociation. Il s'agit de 2 primes représentant environ 500 francs qu'ils ont acceptées.
Amertume des autres syndicats qui comptaient élargir les négociations à l'ensemble des revendications du personnel. Ils ne savent plus ce soir s'ils vont signer demain l'accord salarial qui prévoit 2,98% d'augmentation des salaires en 87. Si les conducteurs du métro ont obtenu une prime, pourquoi pas, disent-ils, l'ensemble du personnel? Demain, le trafic RATP sera semblable à celui d'aujourd'hui. Et j'ajoute toujours dans le domaine social que les cheminots CFDT ont déposé un préavis de grève pour protester contre les éventuelles sanctions contre, disent-ils, la politique de répression mise en route contre les cheminots grévistes. Malaise dans l'audiovisuel. Après France Inter, c'est FR3 qui est touché. Après les changements brutaux à France Inter dans l'information, il y a maintenant une polémique à FR3. Christian Bernadac, le nouveau directeur de l'information, a décidé de changer largement les journaux, qu'ils soient nationaux ou régionaux. Alors certains crient à la reprise en main politique. Le reportage de Gaël Monlahuc. Gilles Vaubourg, rédacteur en chef FR3 Île-de-France, 11 ans à FR3, noté comme un excellent professionnel, a passé 1 an dans un cabinet ministériel sous la gauche, muté il y a 2 jours. On dit, j'en prends acte, qu'il n'y a pas de procès politique, qu'il n'y a pas du tout de procès professionnel, soit. Disons que j'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait dans le ton, qu'on attend des nouveaux responsables d'être peut-être un peu plus malléables pour mettre en place des projets, que c'est vrai, je n'accepte pas. Que vous reproche-t-on exactement ? Officiellement, rien, si ce n'est qu'on a eu l'intuition que je ne partageais pas tout à fait les nouveaux projets, alors qu'avant même qu'on ne me parle des nouveaux projets, on parlait déjà de mon successeur. Philippe Alfonsi, producteur journaliste célèbre, son magazine d'enquête, Taxi, a été supprimé brutalement fin décembre. Raison invoquée, des contraintes budgétaires. Les vraies raisons de la disparition de Taxi, c'est peut-être une autre option, une autre conception de l'information. On va remplacer ce magazine d'information, d'investigation par des documentaires. C'est peut-être aussi des raisons politiques, bien qu'on s'en défende beaucoup. Moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance à M. Euran. Mais depuis le mois de septembre, des confrères journalistes, des confrères réalisateurs reviennent me voir régulièrement depuis le mois de septembre pour me dire qu'un conseiller de Matignon leur annonce la fin de ce scandaleux magazine. Pourquoi scandaleux? Parce que je faisais simplement mon métier de journaliste. C'est la question que je me pose. Les magazines Urba et Décibel ont aussi été arrêtés. Le remodelage a commencé en juillet. Mutation à la tête de presque tous les bureaux régionaux. Changement que les syndicats qualifient de politique et de rétrograde. Lorsque je suis arrivé sur FR3, j'ai déclaré, et j'ai même beaucoup déclaré dans les journaux, que face à la concurrence des nouvelles chaînes de télévision, c'est-à-dire la Une qui va être privatisée, et l'apparition de la 5e chaîne nouvelle, qui elle aussi ferait de l'information, et dans le souci, je crois, de donner aux téléspectateurs une information un petit peu différente, on ne peut pas donner aux téléspectateurs exactement la même chose sur toutes les chaînes de télévision, qu'il fallait pour la 3e chaîne avoir un projet ambitieux qui était une 3e voie, quelque chose de différent. Alors j'avoue que je me suis un petit peu plus soucié du téléspectateur que des états d'âme de certains journalistes. D'autres modifications seraient prévues encore à Soir 3. La rédaction semble calme, on parle cependant de malaise. Il ne nous a pas été possible de le vérifier car l'accès aux locaux nous a été refusé. Jean-Claude Killy devient le patron des Jeux Olympiques d'hiver de 92. Celui qui, en 68, avait remporté 3 médailles d'or aux Jeux, a finalement accepté la présidence du comité d'organisation des Jeux d'Albertville. En voile, première régate la nuit dernière de la finale des Challengers, c'est la Coupe de l'America. Victoire de Stars and Stripes, le bateau de Denis Conner, un Américain, face à New Zealand, le bateau de Chris Dixon, le New Zealand qui avait éliminé les Français. Cette victoire de Stars and Stripes est une petite surprise. Et puis enfin Paris-Dakar, avec un vrai problème maintenant pour les disparus du désert. Les recherches se poursuivent pour tenter de repérer 14 concurrents dont on est sans nouvelles, certains depuis bientôt 6 jours. Alain Vernon. Alerte sur le Paris-Dakar. Dans la nuit du Ténéré, les organisateurs font les comptes. Tous les concurrents n'ont pas franchi la ligne d'arrivée. Lundi, 8 d'entre eux sont perdus. Certains ont peut-être abandonné sans prévenir le rallye. D'autres, en revanche, souffrent sûrement de la solitude, de la peur même qui s'empare des hommes égarés en plein désert. 2 motards notamment n'ont pas rejoint la caravane du rallye depuis 6 jours, mais ce soir, les recherches ont rassuré les organisateurs. Vu que depuis hier, nous n'avions aucune balise qui se déclenchait, on a fait un processus inverse, c'est-à-dire qu'on a repris le fichier de nos concurrents et on a appelé les familles. On a appelé les familles et on s'est aperçu, les uns après les autres, que certains se trouvaient au Maroc, d'autres au Mali, au Niger,
et que ces gens-là n'avaient absolument pas du tout averti la course. Sur la route qui mène à Dakar, à 11 jours de l'arrivée, l'inquiétude est donc un peu retombée. Mais 2 motards sont encore recherchés et l'avion de l'aéronaval de Dakar est prêt à intervenir selon le plan mis en vigueur. En tout cas ce soir à Niamey, nouveau triplé des Peugeot dans la 11e étape. C'est le Finlandais Ari Vatanen qui domine plus que jamais le rallye. Chez les motards, première victoire d'étape pour les Yamaha de Pico et Bakou, mais Neveu reste en tête devant Oriol et Rayé. Dernier chapitre très important de ce journal, il s'agit des prévisions météo. Dans une minute, nous allons voir les prévisions de Laurent Boussier. Vous allez le voir, la France n'est pas la seule à subir ce froid très rigoureux. En Europe aussi, il fait très froid un petit peu partout. Regardez ces images étonnantes. Oui, le mauvais temps en France, mais aussi le mauvais temps en Europe, où parfois il fait plus froid et où il y a plus de neige que chez nous. Partout, de la Tchécoslovaquie à la Suède, en passant par la Pologne, l'Allemagne, l'URSS, le général hiver attaque avec force. Moins 35 degrés aujourd'hui à Leningrad, les tramways immobilisés à Prague et les ports de la Baltique bloqués par la glace. Beaucoup de victimes et des risques d'avalanche dus à des chutes de neige très importantes en Russie, des chutes de neige les plus importantes jamais vues depuis 50 ans. Enfin une anecdote, à Londres, Big Ben, la célèbre horloge londonienne, a gelé et a été réduite au silence. Ça c'était pour l'étranger, ça ce sont les images des ports de la Baltique. En France, eh bien en France ça continue. Vous allez voir la photo satellite dans quelques instants. Après ces magnifiques images de ces bateaux suédois bloqués par la glace. La photo satellite avec une petite dépression, elle est là, juste là. Et oui, ça continue, la petite dépression est là. Elle s'enroule et autour d'elle s'enroulent des nuages de plus en plus nombreux, alimentés par de l'air froid, alimentés par d'autres nuages, alimentés par de la neige. On a donc une carte du temps prévue pour demain, extrêmement simple, du mauvais temps, gris, maussade et froid presque partout. Regardez cette carte, des nuages partout, avec des congères dus à des vents assez violents dans le Massif central et sur le nord des Alpes, des risques de verglas sur la Méditerranée où la neige deviendra de la pluie et de la neige mêlée, avec donc des risques de verglas. Attention sur les routes, évidemment. Partout des chutes de neige, même sur la région parisienne et sur la Bretagne. Chutes de neige, il est vrai, un petit peu moins importantes que sur la moitié sud, mais des chutes de neige quand même. Peut-être quelques petites éclaircies sur le Cotentin et peut-être quelques petites éclaircies sur le Pays Basque, mais rien n'est moins sûr. Les températures restent très froides, à 1 degré près. Elles sont à peu près identiques à celles d'aujourd'hui. Entre moins 12 et moins 13 degrés demain dans l'après-midi. Cette nuit, il y aura moins 17, mais demain dans l'après-midi, entre moins 12 et moins 13 dans le nord-est, moins 9 à Paris et jusqu'à moins 5 degrés à Brest. Moins 5 degrés, ce sera demain la température la plus douce pour toute la moitié nord du pays. Sur la moitié sud, beaucoup de températures qui resteront négatives. Moins 5 degrés dans le Massif central, moins 2 degrés dans le Lyonnais et à Grenoble. Et puis quelques températures positives uniquement du Pays Basque au Languedoc-Roussillon, sur les côtes méditerranéennes et en Corse. En Corse où la température, elle sera de 11 degrés. Ça est vraiment limité à la Corse. On termine avec notre agenda. Demain sera le mercredi 14 janvier. Le soleil se lèvera à 8h41, se couchera à 17h18. 2 petites minutes de soleil, enfin quand je dis de soleil, pour ceux qui auront la chance de le voir, en plus. Et nous fêterons les Nina. Voilà, le froid, la neige et les mimosas qui sont en train de geler. Merci, mon cher Laurent. Rendez-vous pour le dernier journal aux environs de 23h40. Demain, en cette même place, vous retrouverez Claude Sérillon. Excellente soirée à tous sur Antenne 2, bien sûr.